So I'd like to continue to talk about the practice and what it means to be a yogi. Meditators are often called yogis, and if we look at what this word means, if we look at the origins of the word, we can understand what we're doing here more clearly. Donc j'aimerais continuer à parler de la pratique et en particulier de ce que cela signifie être un yogi. Les méditants sont souvent appelés des yogis et si on regarde le sens de ce terme, si on regarde son origine, on peut peut-être mieux comprendre ce qu'on est en train de faire ici. Donc, Sayali a récité une phrase en pali par rapport à la signification de yogi. Donc, le pali n'est pas important, ce qui compte c'est le sens. Ce que ça signifie, c'est que le yogi est une personne qui possède l'effort de déployer l'effort mental, l'effort pour déployer le développement mental. Il ne s'agit pas d'un effort ordinaire, c'est un effort qui a aussi 3 niveaux. Donc ces 3 niveaux d'effort, on les appelle aussi l'effort courageux, c'est-à-dire un effort qu'on est prêt à fournir, quel qu'en soit le coût, même si ça doit nous coûter nos membres, notre vie. Et ce type d'effort, on ne le possède pas au début de la pratique, mais on le développe graduellement. Donc voilà ce que signifie le mot yogi, quelqu'un qui est prêt à déployer ce type d'effort. Et cet effort donc vise au développement mental, ce qu'on appelle bhavana en pali. Il est donc aussi bon de savoir quel est l'objectif. L'objectif donc c'est de développer l'esprit. Donc la question suivante, c'est quels sont les bénéfices qu'on peut retirer de cette pratique. Et ces bénéfices sont indiqués dans la formule, le Mahasatipatthana Udesa qu'on récite tous les soirs. Et donc le Bouddha a choisi donc d'énumérer d'emblée, dès le début du sutta, les bénéfices qu'on peut retirer de cette pratique. Et il y en a donc 7 qui sont énumérés. Le premier de ces bénéfices, c'est la pureté de l'esprit. Alors dans le texte Satanam Visuddhya, on dit la pureté des êtres, mais en réalité, il faut comprendre qu'il s'agit de la pureté de l'esprit. Même si cette pratique peut sans doute nous donner une meilleure santé, le but visé, c'est surtout de purifier l'esprit. Alors ce premier bénéfice, même s'il ne devait y avoir que ce bénéfice-là, qu'on pourrait retirer de la pratique, cela vaudrait déjà largement la peine de pratiquer. Alors les bénéfices suivants, le deuxième et le troisième bénéfice, c'est la victoire sur la douleur physique et la détresse mentale. Donc ce sont les deuxième et troisième bénéfices. Et le quatrième et le cinquième bénéfice, c'est la fin du chagrin et des lamentations. Donc chagrin, c'est la tristesse qu'on ressent. Lamentation, c'est un chagrin tel qu'on ne parvient même plus à y mettre fin, à le contrôler. Alors les 2 derniers bénéfices, c'est l'atteinte du noble chemin et la réalisation de Nibbana. Donc on ne peut pas obtenir ces bénéfices sans rien en retour. Il y a un prix à payer, et le prix à payer, c'est le développement de ces 3 types d'efforts. C'est parvenir à posséder ces 3 types d'efforts. Donc l'effort initial,
l'effort accru qui est nécessaire pour surmonter les obstacles. Et enfin, on appelle l'effort progressif, qui est un effort continu qui augmente graduellement jusqu'à l'atteinte du but final, c'est-à-dire l'atteinte de Nibbana. Donc l'effort initial, c'est celui qu'on fournit au début de la pratique. Bon, il y a certains yogis qui pratiquent en ligne, mais d'autres ont dû faire l'effort de venir jusqu'ici. C'est une première chose. Ensuite, ils ont dû faire l'effort aussi d'écouter les instructions et de les mettre en application. Tout ça, c'est l'effort initial. On peut comparer les instructions qu'on doit suivre à une prescription d'un médecin. On va chez le docteur pour guérir d'une certaine maladie. Il nous prescrit une cure. Si on suit cette prescription, il est possible qu'on aille mieux, mais si on ne le fait pas, ce n'est pas possible. Voilà, donc l'effort initial, on vient à la retraite, on prend le triple refuge, on prend les préceptes et on écoute les instructions, on les met en application. Pendant la méditation assise, on commence par placer son attention sur l'abdomen parce que c'est là que se produit le soulèvement et l'abaissement. C'est l'objet principal. C'est comme une encre, un ancrage. Et pour placer l'attention là, on a besoin de déployer un effort, on a besoin d'énergie afin que l'esprit parvienne à cet endroit et qu'il soit dès lors en mesure d'observer le mouvement du début à la fin. Pendant la méditation en marche, on fournit l'effort de diriger l'esprit et de le placer sur le pied, afin qu'il soit en mesure d'observer chaque élévation du pied et chaque pose du pied. Qu'il soit en mesure d'observer la posture debout au bout de la piste de marche et le moment où on se tourne pour reprendre les allées et venues. Donc l'effort, en fait, c'est comme le moteur, la force qui nous pousse vers les objets d'observation, qui parvient à mettre l'esprit sur l'objet d'observation. En outre des objets primaires, il y a aussi les autres objets qui sont susceptibles de nous distraire, d'emporter notre attention ailleurs. Et donc là aussi, l'effort est nécessaire pour noter ces objets et retourner ensuite vers l'objet primaire. En fait, l'effort procède naturellement de la confiance, ou plutôt de la conviction que cette pratique va nous bénéficier. Posséder la foi dans les bénéfices de la pratique va aussi amener le désir d'obtenir ces bénéfices. Alors on peut donner une analogie ou une métaphore pour ce sentiment d'assurance, cette conviction. C'est un peu comme si on sélectionnait une bonne graine et qu'on la plantait dans un lieu approprié. On aura l'assurance, la conviction que cette graine finalement donnera la plante qu'on attend. Donc c'est la même chose avec la pratique. On a confiance que la pratique qu'on accomplit actuellement va donner les bénéfices escomptés. Donc quand on est né bouddhiste, quand on est un bouddhiste traditionnel, c'est facile d'avoir foi en le Bouddha, en le Dhamma, en le Sangha. Dans nos cultures, on n'est pas habitué à avoir cette foi automatiquement, mais on devrait au moins avoir cette confiance que cette pratique amènera des bénéfices. Une fois qu'on a planté la graine, il faut encore
prendre soin de celle-ci. Par exemple, si on a une jeune pousse, il faudra qu'on mette une clôture autour. Il faudra qu'on l'arrose et en ne lui donnant ni trop d'eau ni trop peu. Il faudra aussi qu'on veille à ce que le sol ne soit pas trop tassé et que les racines puissent bouger librement. Et enfin, il faudra aussi éliminer les insectes nuisibles. Pour la pratique aussi, on doit prendre soin de notre plante, pour ainsi dire. On prend soin de notre plante en recevant les instructions, en les mettant en application, en écoutant les enseignements et on doit aussi, et en parlant du Dhamma avec d'autres personnes, on doit aussi maintenir notre plante entre guillemets en vie jusqu'à ce qu'on ait obtenu les bénéfices de la pratique, soit la connaissance, la compréhension et la paix du Nibbana. La première chose qu'on doit faire pour protéger notre plante, c'est de disposer une clôture autour. C'est un peu comme la moralité. Donc sans la moralité, on ne peut pas développer notre plante, entre guillemets, notre pratique. J'aimerais aussi inclure là-dedans, on peut aussi inclure là-dedans l'observance de l'horaire. Donc observer l'horaire de façon stricte, c'est un support important, c'est un soutien important pour notre pratique. C'est possible qu'on ait des difficultés par rapport à l'horaire, par rapport à certains aspects de l'horaire. Dans ce cas-là, vous pouvez toujours m'en parler ou en parler à Laurent. Il est possible que les gens soient fatigués à présent, par exemple, de leur voyage. Pour ma part, je suis certainement fatigué de mon voyage depuis les États-Unis. D'ailleurs, ce soir, c'est possible que je ne reste pas jusqu'à la dernière heure. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il faut essayer de faire de son mieux. Si vous êtes trop fatigué pour être assis par terre, vous pouvez toujours vous asseoir dans une chaise. Ça m'arrive à moi, si je suis trop fatigué, je quitte le petit banc sur lequel je suis et je m'assieds sur une chaise et ça me permet au moins de rester éveillé jusqu'à la fin. Donc, j'aimerais ajouter aussi que dans cette pratique, on est assis 1 heure, on alterne la méditation assise pendant 1 heure et la méditation en marche pendant 1 heure. Et c'est une très bonne façon de développer la concentration et l'effort en tandem. Ce sont 2 qualités en fait qu'il faut développer en tandem. Donc alterner ainsi l'assise et la marche permet de le faire très bien. Et c'est nécessaire afin de développer l'attention et la connaissance. Alors, arroser la plante, c'est une métaphore pour écouter les enseignements, les Dhamma Talks. Pendant que vous écoutez les enseignements, vous n'êtes pas obligé donc de noter le processus de l'audition. Vous pouvez vous contenter d'essayer d'absorber le contenu de l'enseignement. Vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre des notes. Alors, par rapport au contenu de l'enseignement, peut-être que vous le trouverez utile, ce contenu. Dans ce cas-là, j'en suis très heureuse. Mais c'est possible que vous ne trouviez pas cela très utile. Dans ce cas-là, ne vous inquiétez pas. N'êtes pas obligé d'en tenir compte. Ensuite, l'analogie suivante, la métaphore suivante, c'est celle du travail du sol pour que la plante puisse bien se développer. Et c'est une image pour le rapport de son expérience au professeur et pour le retour qu'on peut en avoir éventuellement. Nous commencerons ces entretiens à partir de demain.
Alors faire un rapport au professeur, en fait, c'est très simple, c'est pas compliqué. Il n'est pas compliqué de décrire son expérience. Il y a seulement 3 choses que le professeur veut savoir. La première chose, c'est qu'est-ce qui est apparu? Quel objet est-il apparu? Le soulèvement, l'abaissement, l'audition. La deuxième chose que le professeur veut savoir, c'est est-ce que vous avez noté l'objet qui est apparu? Ou est-ce que vous ne l'avez pas noté? Donc, vous dites ce qui s'est passé, quelle que soit la réponse, vous la donnez honnêtement. Et enfin, si vous avez noté l'objet, qu'est-ce que vous avez remarqué à propos de cet objet? Ou si vous n'avez pas pu noter l'objet, qu'est-ce qui a emporté votre attention ailleurs? Donc la première chose, c'est de dire qu'est-ce qui est apparu. En fait, l'objet apparaît de lui-même. On n'a pas besoin de le faire apparaître. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Le soulèvement et l'abaissement apparaissent d'eux-mêmes, naturellement. Ensuite, on prend note de cet objet. Et en prenant note, on applique l'esprit à l'objet et on essaye de lui maintenir. On le maintient jusqu'à ce que l'objet disparaisse de lui-même, jusqu'à ce que l'objet parte de lui-même. Et enfin, qu'est-ce qu'on a remarqué? Donc, quelles caractéristiques avait l'objet? Quelle qualité avait l'objet? Par exemple, une douleur est apparue. Première question, donc, une douleur est apparue. Ensuite, l'avons-nous noté? Deuxième question. Et troisième question, qu'avons-nous remarqué? Donc, par exemple, c'était comme quelque chose qui poignardait, ou alors, par exemple, une douleur, ou c'était dur, par exemple. Ça, c'est qu'est-ce qu'on a remarqué. Il y a 3 parties dans notre journée. La partie du temps où on est assis, la partie du temps où on pratique la marche et la partie du temps où on se livre à des activités générales. Et donc le professeur veut entendre à propos de ces 3 parties. Alors c'est possible en fait que je ne demande rien par rapport à la marche, ou je ne demanderai sans doute rien par rapport aux activités générales spontanément, mais ce qui est sûr c'est que il faudra parler de la partie de la méditation assise. Ça, d'office, il faudra en parler. Et donc, vous pouvez commencer par dire simplement le nombre d'heures, combien d'heures vous avez pratiqué l'assise, combien d'heures vous avez pratiqué la marche. Si vous suivez le programme, ce sera un certain nombre d'heures que je ne connais pas par cœur, mais en Birmanie, par exemple, c'est 7 heures d'assise et 7 heures de marche. Donc vous commencez par dire combien de fois vous avez pratiqué l'assise, combien de fois vous avez pratiqué la marche et pendant combien de temps, voilà, au début de votre rapport. Alors, je n'essaye pas de jouer au policier, c'est simplement parce que savoir le nombre d'heures que vous avez pratiqué la marche et l'assise, ça donne des informations sur votre pratique. Pourquoi? Parce que la méditation assise permet de développer certains facteurs, la méditation en marche permet de développer d'autres facteurs. Parfois, il y a des yogis qui pratiquent seulement 2 heures de marche et tout le reste du temps, ils pratiquent l'assise. Certains yogis sont en mesure de le faire, mais il est possible aussi, dans certains cas, qu'il y ait un déséquilibre dans leur pratique. Donc, savoir simplement le nombre d'heures qu'on pratique l'assise et la marche, ça donne des informations au professeur. Alors, sur une journée, il y a beaucoup de séances de méditation assise. Donc, vous sélectionnez simplement la meilleure de la journée ou la plus typique donc de la journée. Vous pouvez sélectionner par exemple la plus longue ou la plus forte si vous avez été assis plus d'1 heure. Essayez aussi de prendre une séance qui a eu lieu pendant les dernières 24 heures. Donc
n'ayez pas non plus l'impression que vous mentez si vous sélectionnez chaque fois la meilleure de vos séances en ignorant un peu les autres. C'est normal, donc la pratique a des hauts et des bas. Par ailleurs, vous ne devriez pas hésiter non plus à parler beaucoup de l'objet primaire, à parler chaque fois de l'objet primaire, et ne pensez pas que le professeur en aura marre d'entendre parler de l'objet primaire. C'est très très important, l'objet primaire, et donc c'est possible même de parler pendant des heures de l'objet primaire. Donc la première chose à faire quand l'objet apparaît, par exemple le soulèvement de l'abdomen, c'est de voir que l'objet apparaît. Et ensuite, la deuxième chose, c'est de dire est-ce que j'ai noté cet objet, est-ce que je l'ai noté. La troisième chose, c'est qu'est-ce que j'ai remarqué à propos de cet objet, quel ressenti est-ce que j'en ai eu, et ensuite qu'est-ce qui s'est produit après. Donc ça, c'est un premier exemple, c'est l'objet primaire, le soulèvement de l'abdomen. Un deuxième exemple d'objet qu'on note, c'est les pensées. Donc l'objet apparaît, première chose, l'objet apparaît, la pensée, mais par exemple, vous rapportez à l'entretien, la pensée est apparue, mais ça m'a pris longtemps avant d'en prendre conscience, et puis finalement j'en ai pris conscience, j'ai noté pensée, et l'objet a disparu. Un troisième exemple d'objet qui peut apparaître, c'est l'esprit vagabond. C'est pas tout à fait la même chose que la pensée. C'est simplement l'esprit vagabond, c'est simplement que l'objet, que l'attention se décolle, que l'esprit se décolle de l'objet et qui part ailleurs. Ça peut être beaucoup de choses, mais pas nécessairement de la pensée. Et c'est possible que vous n'en ayez pas conscience pendant un certain temps. La quatrième chose dont vous pourriez faire un rapport à l'entretien, c'est les douleurs. Certains yogis n'expérimentent pas de douleur pendant leur méditation. Si c'est le cas, vous pouvez, au moment de l'entretien, vous pouvez parler par exemple d'une forte sensation, par exemple une raideur ou bien de la dureté quelque part. Et enfin, d'autres objets, ça vous pourriez aussi parler d'autres objets pendant l'entretien. Par exemple, une émotion, ou alors une vision, un son, peut-être un goût. Tout ça entre dans la catégorie des autres objets. Il ne faut pas parler de tout ce qui s'est passé pendant la séance assise, mais ces cinq exemples que je viens de donner sont des choses récurrentes dont vous pouvez parler. Donc voilà, ça c'était pour l'assise. Maintenant, il est possible que vous fassiez un rapport aussi par rapport à votre méditation en marche. Dans ce cas-là, vous sélectionnez aussi la meilleure des séances de la journée. Vous commencez par dire combien de temps a duré cette séance. Vous ne devriez pas parler d'une séance qui a duré moins de 45 minutes. Et donc, vous décrivez ensuite, par exemple, le soulèvement du pied. Vous expliquez comment vous l'avez noté et puis éventuellement ce que vous avez remarqué. Vous devriez aussi dire comment vous avez passé l'heure, comment vous l'avez divisé. Par exemple, vous pouvez dire j'ai passé la première moitié de l'heure à noter droite-gauche, droite-gauche, pas droit, pas gauche, pas droit, pas gauche. Et puis la deuxième moitié de l'heure, par exemple, à noter lever, baisser, lever, placer, lever, placer. Peut-être que vous avez divisé l'heure en trois parties, vous décrivez alors que vous avez fait.
Et ensuite, à l'intérieur de ça, vous décrivez chaque processus. Par exemple, quand vous avez levé le pied, l'objet est apparu, vous l'avez noté ou pas noté, et puis qu'est-ce que vous avez remarqué? Par exemple, vous avez remarqué de la légèreté. Ensuite, vous avez placé le pied, même chose, l'objet est apparu, est-ce que vous l'avez noté, et qu'est-ce que vous avez remarqué? Quoi que ce soit que vous avez remarqué, vous simplement vous expliquez. Et ensuite aussi, la posture debout à la fin de la piste de marche, est-ce que vous l'avez noté? Est-ce que vous ne l'avez pas noté? Et si vous l'avez noté, qu'est-ce que vous avez remarqué? Et aussi, le fait de se tourner, le mouvement de retournement, qu'est-ce que vous avez remarqué? Si vous l'avez noté, etc. Alors, c'est possible que vous veuillez prendre des notes par rapport à vos séances d'assises et de marche. Donc, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire, mais essayez de ne pas le faire dans la salle de méditation. Faites-le plus tard dans votre chambre, peut-être. C'est pas nécessaire parce que vous ne devez pas vous inquiéter, vous allez vous souvenir de ce que vous avez expérimenté. Donc, c'est pas nécessaire de le faire tout de suite dans la salle de méditation. Donc la quatrième image, donc par rapport à la plante qu'on fait pousser, c'est éliminer les insectes nuisibles. Et donc là, on doit accroître l'effort afin de dépasser le stade initial et de développer la pratique. Alors, quels sont les types d'obstacles qu'on peut rencontrer dans la pratique? Pour la méditation assise, l'instruction, c'est d'observer le mouvement de l'abdomen du début à la fin. Pendant la méditation en marche, il faut observer chaque pas, que ce soit lever, baisser, ou bien lever, avancer, baisser, pour chaque pas. Et donc, on met ces instructions en application, mais on ne voit pas immédiatement les résultats, et donc, on commence à s'ennuyer et à traîner la patte. Et bon, ensuite, comme on s'ennuie, on finit par être somnolent. Et c'est la paresse et la torpeur qui s'installent. Alors la paresse et la torpeur, on dit que c'est l'ennemi proche. Alors une autre façon dont la paresse et la torpeur peuvent se manifester, c'est sous la forme de mauvaise volonté. On n'a plus envie de pratiquer et on ne pratique plus, ou alors on pratique mais sans y mettre vraiment assez d'énergie. Je n'ai pas parlé en fait des façons dont on pouvait surmonter la somnolence, et je vais en parler sans doute les prochains jours. J'ai dit notamment là tout de suite qu'on pouvait s'asseoir sur une chaise si on était fatigué, que c'est toujours mieux en fait que d'aller dans sa chambre. Mais je vais quand même dire quelques mots, même si j'en reparlerai un autre jour de la façon de surmonter la somnolence. Je vais quand même en dire quelques mots maintenant. En fait, là, j'ai plus que 5 minutes. Il y a énormément de choses que je devrais dire, mais j'ai pas le temps. Mais une première façon, en fait, de surmonter la somnolence, c'est simplement de consacrer plus d'attention à l'objet, de se concentrer plus fort, et ça va vivifier l'esprit. Aussi, par exemple, on peut simplement se tordre les oreilles. C'est une technique qui peut fonctionner. Donc, ça amène du sang au cerveau, dans la tête, et ça la rend plus vivace. Lorsqu'on prend conscience que l'esprit est lent et somnolent, la première chose à faire, donc, c'est d'en prendre conscience et de le noter, de dire « Oh, tiens, somnolence. » Parfois, ça suffit. Simplement noter ça. Parfois, ça suffit à dissiper cette somnolence. Ensuite, une fois qu'on a pris conscience donc de cette somnolence, on peut aussi observer la lourdeur du corps,
une sensation de lourdeur dans le corps. Donc, en se concentrant de cette façon, on peut aussi surmonter la somnolence. En se concentrant donc sur cette caractéristique de la somnolence. En réalité, il faut qu'on note des millions de fois avant qu'une énergie ne se développe, qu'on commence à remarquer une énergie assez importante pour qu'on commence à la remarquer. Il faut noter beaucoup avant qu'un début d'énergie se remarque. Dans le fait de noter les objets, il y a deux choses qui sont impliquées. Il y a d'abord l'effort d'aller vers l'objet, et ensuite il y a le fait de viser l'objet, afin que de cibler l'objet, afin qu'il l'atteigne, afin que l'attention atteigne l'objet. Donc d'une part il y a l'effort d'aller vers l'objet, et d'autre part il y a ce ciblage de l'objet. À partir du moment où on parvient à saisir l'objet au moment où il apparaît, ça devient beaucoup plus facile. À partir de ce moment-là, on peut rester avec l'objet du début à la fin. Et on peut commencer à voir de plus en plus de choses. Et ça rend en fait la pratique de plus en plus intéressante. Je dois aussi parler d'un autre obstacle qui apparaît beaucoup dans les stades initiaux de la pratique. Donc c'est les douleurs et les sensations insupportables. Souvent, au début de la pratique, on n'a pas le courage d'y faire face, parce qu'on n'a pas l'habitude de rester ainsi sans bouger et d'être patient. Mais il faut qu'on sache que la douleur n'est pas notre ennemi. Nous ne lui avons pas demandé de venir et nous ne pouvons pas la faire partir. Donc, il faut simplement qu'on l'observe. Il faut simplement observer la douleur. Est-ce qu'elle devient plus forte? Oui, probablement. Au début, elle deviendra plus forte alors qu'on l'observe. Mais avec la concentration, on va être capable finalement de la surmonter. Il faut comprendre que la douleur est liée à la concentration. Quand un peu de concentration se développe, apparaît, les douleurs aussi apparaissent. Alors, j'en parlerai davantage plus tard, donc sur les façons dont on peut surmonter les douleurs. Mais sachez que vous pouvez bouger, vous pouvez changer de posture si la douleur devient insupportable, de façon attentive. Par exemple, vous pouvez vous lever et pratiquer un peu en posture debout. Personnellement, c'est ce que j'avais l'habitude de faire. Voilà, donc là j'ai évoqué deux exemples d'obstacles que le yogi peut rencontrer au cours de sa pratique et qui le force quelque part à développer un effort supplémentaire, le deuxième type d'effort, l'effort qui permet de surmonter les obstacles, l'effort accru. Et grâce à cet effort accru, le yogi va pouvoir passer un certain stade. Néanmoins, cet effort accru lui-même n'est pas encore suffisant. En fait, il nous permet d'accéder, disons, à un niveau de pratique plus moins chaoteuse, disons, plus plane. Mais il faut encore qu'on développe un autre type d'effort, l'effort graduel, qui va nous permettre de développer les stades de connaissance et d'arriver jusqu'au but final. Et ce type d'effort se produit naturellement, se développe naturellement. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. But increased effort is not all we need, because that just gets us to a smooth level. But we still need to develop the effort that progresses further and further throughout the stages of insight into Nibbana. And it happens naturally with our making effort to observe.
So that is all I would like to say for today. Thank you for listening.